Pour comprendre l'AES aujourd'hui, il suffit de regarder la jeunesse africaine. Je pense que la jeunesse africaine a espoir que c'est un modèle d'union. Et nous, dirigeants de l'AES, ça nous donne une pression. Et nous devons réussir. Parce que l'Afrique a besoin maintenant de s'unir. On était dans une organisation qui était censée être une organisation où il y a la solidarité, la coopération, l'entraide et tout. Mais on ne peut pas être dans une organisation où vous dites frères, et à un moment donné, on coupe l'électricité pour que les malades meurent à l'hôpital, que l'économie s'arrête. On ferme les banques pour que vous ne puissiez pas avoir accès à quoi que ce soit. Vos transferts pour acheter le minimum vital, les médicaments et tout, on a empêché ça à certains peuples sahéliens. On a même formé une armée pour venir combattre les peuples sahéliens. Pendant que le terrorisme sévit depuis des décennies, ils sont incapables de lever un seul soldat pour venir combattre. Ça, ce ne sont pas des frères. Il ne faut pas se voiler la face. Et ça, ce ne sont pas les peuples, ce sont les dirigeants. Sinon, les peuples, quand vous regardez, même ces pays de la CEDEAO et tout, les peuples soutiennent et comprennent l'élan de l'AES. Donc ça nous réconforte à nous structurer, à être un modèle pour qu'à l'avenir, ça puisse s'étendre. Voilà. Mais pour s'étendre, nous avons besoin d'asseoir des bases fortes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc voilà un peu ce qui a mené à se retirer et à se structurer pour se relancer. Monsieur le Président, pour beaucoup en Afrique, vous êtes plus qu'un président d'un pays, en fait, mais l'incarnation de renouveau panafricanisme. Pourquoi l'Afrique a-t-elle aujourd'hui tout particulièrement besoin d'un, si je peux dire, nouveau Thomas Sankara? Qu'est-ce que cela vous fait, en fait, d'assumer toute cette responsabilité à seulement 37 ans? L'âge n'est pas important. Mais c'est de la pression, je peux dire. C'est de la pression. Il ne faut pas prendre ça, en faire de la folie, de grandeur. C'est de la pression. Moi, c'est un message que la jeunesse me passe et ça me met plus la pression. Si j'arrivais à dormir 2 heures, j'ai réduit mon temps de sommeil à 1 heure. Et s'il ne faut pas dormir, il ne faut plus dormir. Parce qu'ils ont vu quelque chose, sûrement, qu'on est en train de faire. Et selon eux, peut permettre à l'Afrique de sortir donc de cette situation. Et nous, ça nous encourage, ça nous remotive à continuer le combat. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est une pression, c'est une très lourde responsabilité. Et je peux promettre que tout ce qu'on peut faire, c'est de ne pas trahir, c'est de continuer dans notre ligne de combat panafricain, espérer que ça puisse donc prendre donc toute la jeunesse africaine et que le panafricanisme que nous souhaitons tant puisse être une réalité. Parce que l'Afrique a beaucoup souffert. Il est temps qu'on puisse s'unir, travailler, se développer. Autant les Africains partent ailleurs, voir le mode de vie et tout ce qu'il y a. En Afrique, c'est possible. C'est possible. Donc c'est notre mission et nous allons l'assumer. Monsieur le Président, de plus en plus de pays africains revendiquent la souveraineté et exigent le retrait des troupes occidentales de leur sol. Récemment, par exemple, le Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ont formulé des demandes similaires. À votre avis, où l'Occident s'est-il trompé dans ses relations avec le continent africain? Bon, ce que je connais, c'est notre situation. Nous étions en guerre, nous avons vécu avec les troupes occidentales et tout. Nous avons vu et nous avons décidé de nous séparer de ces troupes-là parce que ça ne cadre pas avec la lutte. Au contraire, ça amplifie le phénomène. Les autres pays qui sont séparés, je ne peux pas me prononcer parce qu'ils se sont prononcés pour se séparer. Mais après, le président Macron a dit que c'est lui qui les a dit de trouver la formule et tout ça. Moi, je ne peux pas rentrer dans ce débat. Seuls eux, ils connaissent la vérité. Mais une chose est sûre, on ne peut pas parler de souveraineté et avoir une armée d'un autre pays sur notre sol qui nous dicte ce qu'il faut faire. L'économie, l'éducation, tout le développement d'un pays est basé sur l'armée. Donc chaque pays devrait développer son armée, être souverain et indépendant. Et donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Quand je prends le cas du Burkina, ces armées ont été présentes et ça a contribué à tuer l'armée burkinabé. On ne recrutait plus. C'est eux qui disent quel volume il faut recruter. Il n'y avait plus d'armement, d'équipement et tout. Même les années 85 sous Sankara, on était mieux équipés que voilà, 10-20 ans après. Et finalement, le terrorisme est rentré. Quand le terrorisme est arrivé, on n'avait pas d'armée. On en souffre jusqu'à aujourd'hui.
c'est dans la guerre que nous sommes en train de créer une armée. Donc c'est normal que ça prenne un peu de temps, on souffre, mais il faut créer une armée. Et sortir de cette guerre, on doit sortir grandi. C'est ce que je dis. Quand je regarde les statistiques de l'armée soviétique, le nombre d'hommes qu'ils ont perdus, mais au sortir de la guerre, ils sont sortis très grands. Et aujourd'hui, aucune armée n'a l'équipement que l'armée russe a. Donc nous aussi, nous devons apprendre de notre guerre. Au sortir de la guerre, on doit être très fort. La souveraineté commence par l'armée. Une fois que vous avez une armée forte, tous les autres volets peuvent facilement se développer. Voilà ce que je peux dire, ce qui a poussé le